Bonjour. C'est le début du mois de juillet et les vacances d'été sont à nos portes. Alors en temps normal, je serais très enthousiaste à l'idée de faire ma valise, d'aller passer quelques jours de vacances au soleil ou en famille pour recharger mes batteries avant d'attaquer le mois de septembre et la reprise du travail. Mais là, j'envisage l'été avec un petit peu plus d'appréhension. Cette année, comme vous le savez, c'est une année un petit peu particulière et c'est un euphémisme que de le dire. En effet, la Covid-19, puisqu'on doit bien le dire au féminin normalement, est passée par là. Le fameux coronavirus a fait de cette année 2020 déjà une année qui restera, quoi qu'il en soit, dans les annales de l'histoire. Le monde entier quasiment s'est retrouvé confiné, l'économie mondiale s'est retrouvée paralysée, à l'arrêt, en raison d'un virus invisible, incolore, inodore, mais redoutablement contagieux. Et à l'heure où je vous parle, les pays du monde ne sont pas tous au même stade. Certains sont encore aux prises avec le virus, les États-Unis, le Brésil, d'autres pays d'Amérique latine, alors que d'autres ont procédé à un déconfinement progressif et tentent peu à peu de retrouver une vie normale. C'est le cas de la majorité des pays d'Europe. Certes, le virus est toujours là et on aurait tort de l'oublier. D'ailleurs, nous vivons dans la crainte d'une deuxième vague qui nous plongerait à nouveau dans le confinement. Chacun d'ailleurs a vécu ce confinement, contraint et forcé, de différentes façons. Ça a été, on peut le dire, une expérience unique en son genre. Et ça a été, je pense, l'occasion de s'arrêter un instant et de réfléchir au monde dans lequel nous vivons. De réfléchir à deux mondes en fait. Le monde d'avant et le monde d'après la crise du coronavirus. Car, de fait, nous sommes entrés de plein pied dans ce que l'on appelle le monde d'après, ou dans ce que les politiques ont baptisé la nouvelle normalité. Ce monde connaît de nouvelles règles et de nouveaux termes qui vont avec. C'est le cas des fameux gestes barrières que tout le monde a désormais assimilés. Tousser dans son coude, respecter la distanciation sociale, se laver scrupuleusement les mains avec du savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique, porter un masque, etc., etc. Ce monde d'après, ou cette nouvelle normalité, tout le monde en parle, mais personne ne sait réellement à quoi il ressemblera. Nous sommes après tout en train de le créer au quotidien. Dans les médias, les experts de tous bords s'en saisissent et envisagent la façon dont nos sociétés vont devoir s'adapter à la crise sanitaire que nous traversons et puis surtout à la crise économique majeure qui se profile à l'horizon. À mon sens, le monde d'après, c'est un monde qui va faire l'objet de mutations profondes dans de nombreux secteurs. Premièrement, le secteur de la santé. Nous avons vu combien les systèmes de soins de santé des différents pays du monde ont réagi à la pandémie. Certains se sont montrés très efficaces, très résilients. D'autres, par contre, ont révélé des lacunes et des failles gigantesques. Deuxièmement, le commerce. La crise du coronavirus a mis en évidence, plus que toute autre crise d'ailleurs, la grande dépendance des économies européennes vis-à-vis de la Chine, par exemple, dans le secteur pharmaceutique notamment. Nous avons été tributaires des importations de tests, de masques, de médicaments fabriqués pour beaucoup en Chine. Et selon certains experts, nous avons touché là aux limites de la mondialisation et c'est peut-être l'ère de la démondialisation qui s'ouvre aujourd'hui. Troisièmement, le secteur des transports. Les avions ont du jour au lendemain été cloués au sol, les aéroports ont été désertés, les trains sont restés à quai et même les transports en commun ont été boudés pendant longtemps par peur d'y contracter le virus. Le vélo dans les villes est sorti grand vainqueur de cette pandémie. Reste à voir maintenant comment ce secteur, le secteur des transports, va pouvoir se relever et surtout se réinventer.
après cette crise. Quatrièmement, l'environnement et de façon générale, notre rapport à la nature et à la biodiversité. Les êtres humains, on l'a dit, pour leur propre santé, ont dû se retrancher derrière les 4 murs de leur domicile. Ils ont dû renoncer à occuper les villes et les campagnes pour le plus grand bonheur des animaux sauvages. J'imagine que vous avez tous vu à la télévision les images de renards, de biches, de sangliers déambuler dans les rues, dans les avenues des grandes villes. Et comme on pouvait l'entendre dans la bouche de certains journalistes, la nature a repris ses droits. L'air était moins pollué, les émissions de gaz à effet de serre ont considérablement chuté. Bref, c'est toute la planète Terre, sa faune et sa flore, qui ont eu un instant de répit, 3 mois de répit pour être précis. Cinquièmement, cinquième secteur, c'est celui de l'économie et de la consommation. On le sait, les mesures de confinement ont porté un coup dur à l'économie de façon générale. Et les séquelles économiques de la crise du coronavirus, elles seront, je pense, encore plus visibles d'ici quelques mois. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a été l'une des principales victimes de l'arrêt de l'activité économique. Les entreprises, elles, ont dû soit licencier, soit mettre au chômage partiel un grand nombre de leurs salariés. Pour les consommateurs, cette crise a aussi changé la donne. Un peu comme en temps de guerre, les produits de première nécessité ont été pris d'assaut. Vous vous souvenez de la razzia qui a été faite sur les rouleaux de papier toilette même. Les sites d'achat en ligne, je ne vais pas les citer, ou les sites de livraison de repas à domicile ont connu un succès retentissant. Comme quoi, la crise n'a pas été négative pour tout le monde. Sixième secteur, le dernier, le monde du travail. Et c'est sur ce point que j'aimerais focaliser maintenant mon discours. Car avec la COVID-19 et les mesures exceptionnelles de confinement qui s'en sont suivies, les entreprises sont entrées pleinement dans l'ère du télétravail. Et selon les statistiques du ministère français du Travail, les Français, auparavant, n'avaient jamais été de grands adeptes du télétravail. On estime qu'avant la crise de la COVID-19, 3% des salariés pratiquaient le télétravail au moins une fois par semaine en France. Et au total, la proportion de télétravailleurs en France était de 10%, 10, alors que la moyenne des pays de l'Union européenne était, elle, de 20%. Donc, dans l'Hexagone, le télétravail ne faisait pas vraiment recette. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant que n'éclate la crise du coronavirus. Depuis le mois de mars, en France, toujours, un salarié sur 4 s'est replié sur son domicile pour télétravailler. Et un grand nombre de salariés continuera certainement à pratiquer le télétravail jusqu'en septembre, voire au-delà. Bien entendu, tous les travailleurs n'ont pas été logés à la même enseigne et certains clivages ont persisté. Et je vais m'expliquer. Les ouvriers, par exemple, les ouvriers n'ont pas pu, eux, passer au télétravail au vu de la nature même de leur activité. Les agriculteurs, ils ont continué aussi à labourer, à cultiver leurs champs pour nous approvisionner en fruits et légumes. Les caissières des supermarchés, elles ont continué à scanner nos emplettes. Les agents d'entretien, les techniciennes de surface, comme on les appelle, ont continué à nettoyer les rues, les espaces publics. Les chauffeurs routiers ont continué à transporter les marchandises nécessaires au maintien de l'économie. Les policiers ont continué à faire respecter la loi et l'ordre public. Et puis, bien sûr, les personnels soignants ont continué plus que jamais même à assurer leur mission d'aide aux malades. Ils ont été les plus sollicités, les plus exposés aussi à la maladie. Ils ont été applaudis aussi, chaque jour, à la même heure, quasiment religieusement, mais ils n'ont pas pu délocaliser leur activité à la maison. Ça va sans dire. Au total, 30% des travailleurs ont continué à travailler sur leur lieu de travail habituel malgré le confinement.
Le télétravail, il a depuis toujours été l'apanage, le privilège des cadres supérieurs, des professions jugées plus intellectuelles par rapport aux métiers manuels. Et donc, ces catégories professionnelles, elles ont continué, voire elles ont renforcé la pratique du télétravail pendant le confinement. Néanmoins, d'autres catégories professionnelles, généralement habituées à travailler en présentiel, se sont mises au télétravail avec la crise. Je veux parler des employés du secteur tertiaire, du secteur des services, les banques, les compagnies d'assurance, les salariés des call centers, des centres d'appel, les agents de la fonction publique, qui ont aussi découvert les joies du télétravail, et puis je n'oublie pas les enseignants, les professeurs qui ont dû redoubler d'inventivité, de créativité pour maintenir le lien avec les élèves. Alors, est-ce que le télétravail est vraiment la révolution avec un R majuscule qui va bouleverser à jamais le monde de l'entreprise? Comme souvent, les avis sont partagés et si certains travailleurs ont accueilli le télétravail le sourire aux lèvres, heureux de pouvoir rester à la maison en famille, d'autres se sont vus imposer du jour au lendemain un nouveau cadre de travail sans qu'il y ait eu un réel aménagement de leur charge de travail ou de leur horaire de travail. Et d'après de récentes déclarations de l'ex-ministre française du Travail, puisqu'il y a eu un remaniement depuis, 60% des Français, selon elle, 60% des Français souhaiteraient plus de télétravail, car ils estiment que c'est meilleur pour eux, c'est meilleur pour leur entreprise et c'est meilleur pour la planète. Alors, qu'en est-il vraiment? Quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail? Le premier des avantages qui est cité par les salariés, c'est la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Le télétravail permet notamment d'organiser sa journée de travail de façon autonome. Les employés peuvent planifier les tâches purement professionnelles à exécuter pendant la journée, tout en intercalant ça et là des plages de temps privées pour aller faire une course, récupérer les enfants à l'école, leur faire à manger, aller chez le médecin, aller chez le coiffeur, j'en passe et des meilleurs. Alors pour ma part, je reconnais que c'est bien un avantage, mais j'y vois aussi, moi, deux risques. Le premier, c'est que très très vite, la coupure nécessaire entre bureau et maison, entre vie privée et vie professionnelle, soit totalement gommée, effacée, et que l'on se retrouve à négliger sa vie de famille au profit de son travail, ou vice-versa. Et entre ici en ligne de compte ce que l'on appelle le droit à la déconnexion, c'est-à-dire le droit à arrêter de lire ses mails ou d'être joignable après une certaine heure, pour justement fixer cette limite entre vie professionnelle et vie privée, vie familiale. Le second risque, c'est qu'il y ait un recul de l'égalité entre les hommes et les femmes. Selon des statistiques, pendant le confinement qu'on vient de vivre, les hommes ont certes davantage participé aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants, mais les femmes ont vraiment dû batailler ferme pour imposer un partage des tâches. Et dans l'écrasante majorité des cas, 91% des cas, ce sont les femmes qui ont effectué le gros du ménage, de la cuisine, de l'aide aux devoirs des enfants, en plus de leur journée de télétravail. Beaucoup de femmes ont mis en pause leur activité professionnelle et pas leur mari, et elles ont dû faire double journée en quelque sorte. Ça, c'était pour le premier avantage. Le deuxième avantage qui est cité concernant le télétravail, c'est qu'il réduit le stress, et ce, à plusieurs égards. C'est vrai qu'il permet d'éviter les déplacements pour aller au boulot. Fini la cohue dans les transports en commun, aux heures de pointe. Fini le chaos du trafic automobile et des embouteillages aux portes des grandes villes pour celles et ceux qui font la navette chaque jour entre leur petite maison de banlieue et leur bureau au centre-ville. C'est le cas de nombreux franciliens qui habitent dans la région Île-de-France. Mais c'est aussi le stress sur le lieu de travail
que le télétravail aide à réduire. De fait, de nombreux salariés sont victimes de harcèlement psychologique au bureau, d'une mauvaise ambiance entre collègues. En télétravail, depuis le petit nid douillet de son petit chez-soi, les salariés trouvent, pour ainsi dire, un refuge. Ils ne se sentent plus sous le contrôle direct de leur supérieur hiérarchique. Ils ne se sentent plus épiés, constamment mis sous pression. Mieux encore, certains ont même la chance de travailler depuis leur jardin, où résonne le chant des petits oiseaux et non le bruit de la photocopieuse, du fax ou de la machine à café. Mais vous allez me dire, et vous avez raison, tout le monde n'a pas cette chance. À nouveau, les travailleurs ne sont pas logés à la même enseigne. Je pense surtout aux salariés qui occupent des logements de très petite taille, à Paris notamment, à 3, 4, voire 5 personnes, sans compter le chien ou le chat, parfois sans double vitrage, et donc en proie aux nuisances sonores de la rue. Donc dans ces conditions, tout de suite, le télétravail est beaucoup moins tentant. En plus, pour un télétravail dans de bonnes conditions, il faut que chaque employé dispose de l'équipement nécessaire, une chaise de bureau ergonomique et pas simplement la chaise de la cuisine, le matériel de bureau et l'ordinateur. Ça, c'est la base. Les employeurs se doivent aussi de participer aux frais fixes de leurs salariés, par exemple en contribuant à payer la facture d'électricité et l'abonnement téléphonie et Internet. Voilà pour le deuxième avantage. Le troisième et le dernier avantage du télétravail serait l'indépendance dont jouissent les salariés. Alors, comme je l'ai dit auparavant, ceux-ci peuvent organiser librement leur journée, dans certaines limites bien sûr, mais tant que le travail est fait, peu importe l'horaire de travail adopté finalement. Le tout, c'est qu'il faut une bonne dose de discipline personnelle pour y parvenir. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Sans horaire fixe, sans patron derrière son dos, c'est pas toujours simple de se donner à soi-même des instructions claires et le risque de distraction est encore plus grand à la maison qu'au bureau. Il est 16 heures, le petit dernier rentre de l'école, il faut lui préparer son goûter, ou je ne sais pas, le chat a encore fait tomber un vase, il faut ramasser les morceaux, ou les témoins de Jéhovah qui vous tiennent la jambe pendant 20 minutes sur le pas de la porte. Les exemples sont nombreux. Et puis l'autre facette de cette indépendance, le revers de la médaille, c'est le risque d'isolement. En télétravail, à mon sens, on perd quelque chose de très précieux. C'est la notion d'équipe, de travail collectif, d'esprit de groupe. Avant la crise du coronavirus, le monde du travail était déjà en mutation. Open space pour décloisonner les bureaux, puis flex office, c'est-à-dire un bureau sans place attribuée où l'on s'assoit là où on peut et où on branche simplement son ordinateur. Et voilà maintenant le télétravail qui installe une distance supplémentaire. Alors on peut imaginer des formes un peu hybrides où on alternerait réunion présentielle et travail à distance. Mais on peut aussi pousser le scénario à l'extrême avec le full remote. Ça voudrait dire une entreprise qui travaillerait à 100% en télétravail et qui organiserait une fois, 2 fois par an une sorte de grande retraite de quelques jours de tous ses salariés, de préférence dans un lieu exotique, pour favoriser une hyper proximité en mélangeant loisirs, travail, brainstorming, comme on dit. Mais bon, pour moi, le télétravail, c'est plutôt un frein à la communication authentique entre collaborateurs. Et ça ajoute un peu à la déshumanisation du monde du travail, qui est beaucoup dominé par les technologies et l'intelligence artificielle, on vient de le voir. Et puis, entre parenthèses, le télétravail à outrance entraînera aussi une concurrence encore plus féroce entre les salariés, puisque les entreprises pourront recruter aux 4 coins du globe. Bref, au-delà du télétravail, c'est finalement toute la culture du monde de l'entreprise qui s'apprête à faire peau neuve, de gré ou de force. Et il y a de nouvelles pistes qui sont explorées aujourd'hui pour combiner le bien-être des travailleurs et la productivité.
Je pense par exemple aux espaces de coworking en bon français. Ce sont des espaces de travail partagés par des petits entrepreneurs, des travailleurs indépendants et des salariés en télétravail maintenant. Il en existe environ 1 millier en France et de plus en plus, ils sont aménagés à la campagne ou à la périphérie des grandes villes. On y choisit son degré d'interaction avec les autres, on peut y créer des liens sociaux et professionnels. Je pense aussi à une autre piste, une autre tendance, ceux qu'on appelle les nomades numériques. Ce sont un peu les travailleurs du futur, puisqu'ils ont su s'affranchir de l'espace et de la distance. Le nomade numérique, il est juste équipé de son ordinateur portable et d'une connexion 4G ou 5G bientôt. Et il décide, par exemple, de partager son année comme cela. 5 mois à Bali, par exemple, et 7 mois dans son Auvergne natale, en pleine campagne. Et c'est un phénomène qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Quoi qu'il en soit, et j'arrive peu à peu à ma conclusion, et quoi qu'on pense du télétravail, une chose est sûre, nous vivons actuellement une période charnière et il est indispensable de dresser le bilan de ce que les travailleurs ont vécu ces derniers mois. Il faut être à leur écoute. Le télétravail, s'il est bien encadré, il peut être bénéfique sur de nombreux plans, mais s'il est imposé de façon brutale, sans concertation, il peut vite virer au cauchemar. Les pays, mais aussi les organisations internationales comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail, vont devoir se retrousser les manches pour renforcer le cadre réglementaire du télétravail. Et je pense que ce nouveau cadre, ces nouvelles règles, elles vont devoir impérativement respecter le dialogue social, le dialogue entre patronat et syndicats. Et il faudra finalement tenir compte, bien sûr, de cette nouvelle normalité dont je parlais au tout début, parce que, chers collègues, une chose est sûre, le monde d'avant, lui, n'existe plus. Je vous remercie.